Il y a ce qu'on appelle le puits d'Osiris, situé directement sous la chaussée entre le Sphinx et la deuxième pyramide, à environ 30 mètres sous terre. Il est creusé dans le substrat calcaire. C'est l'endroit le plus effrayant que j'ai jamais visité. C'est dérangeant. Pourquoi est-ce dérangeant? Je ne sais pas, Joe. Enfin, il y a des os humains là-dedans. J'ai marché dessus sans même le savoir. Quoi? Ouais. Caché sous les sables de Gizeh se trouve une énigme qui a déstabilisé même les archéologues les plus chevronnés, le puits d'Osiris. Ce labyrinthe souterrain est bien plus qu'un lieu de sépulture. Il abrite des chambres gorgées d'eau, d'énormes sarcophages en pierre et des restes humains disposés de manière à défier la logique. Ce qui a été découvert ici n'a pas seulement exhumé l'histoire. Il a brouillé la frontière entre légende et réalité. Des prouesses d'ingénierie déconcertantes aux droits effrayants qui reflètent le démembrement d'Osiris. Le puits remet en question tout ce que nous pensions comprendre de l'Égypte ancienne, et cela rend l'histoire bien moins ordonnée que nous le souhaiterions. La légende devient réalité d'Hérodote à la redécouverte pendant des siècles. Des murmures résonnent autour du plateau de Gizeh. Des guides parlaient de lieux creux sous la chaussée de la pyramide de Képhren. Les villageois racontaient des histoires de tunnels inondés et les voyageurs répétaient des rumeurs de chambres cachées bien en dessous du sol du désert. La plupart de ces histoires ont été rejetées comme le mélange habituel de folklore et d'exagération jusqu'à ce qu'un nom continue de faire surface. Hérodote, l'historien grec, a visité l'Égypte vers 450 avant J.P.C. et a écrit quelque chose qui allait intriguer les érudits pendant des millénaires. Il a décrit une tombe secrète sous Gizeh. Une chambre entourée d'eau avec un cercueil reposant sur une île de pierre. Le corps du sarcophage est sous l'eau et il fait au moins 3 fois la taille du lac. Cela ressemblait plus à un mythe qu'à un rapport. Le genre de récit qui appartient à une histoire au coin du feu, plutôt qu'à un dossier académique. Un lac artificiel, une île de pierre, un sarcophage au milieu de tout cela. Même de nombreux égyptologues ont levé les yeux au ciel en lisant ce récit. On attribue cela au penchant d'Hérodote pour les détails colorés. Après tout, il était assez appelé le père de l'histoire, mais aussi par certains critiques le père du mensonge. Pourtant, les mythes ont une façon de s'accrocher obstinément aux limites de la vérité pendant des siècles. Les habitants de Gizeh indiquaient des endroits où le sol semblait étrangement creux. Les enfants juraient qu'ils pouvaient entendre des échos s'ils tapaient du pied et descendaient près de la chaussée. Les villageois chuchotaient à propos de puits qui creusaient profondément dans la roche, remplis d'eau stagnante sombre. Les touristes passaient au-dessus sans aucune idée de ce qui se cachait soi-disant sous leurs pieds, puis en 1933, la rumeur a éclaté. L'archéologue égyptien Selim Hassan, l'un des excavateurs les plus respectés de son époque, dirigeait des fouilles dans le complexe de Gizeh lorsque son équipe est tombée sur un puits vertical creusé dans la roche juste en dessous de la chaussée de Képhren à première vue. Cela ressemblait assez ordinaire à un puits, peut-être, ou juste à une autre tombe inachevée. Mais, à mesure que l'équipe descendait, lanternes à la main, la scène devenait étrangement familière. Le puits menait à une chambre, et de cette chambre, un autre puits plongeait encore plus profondément. C'était, en d'autres termes, alarmant proche de la description qu'Hérodote avait donnée des siècles avant que Hassan ne soit intrigué. Mais le puits avait d'autres idées. À peine avait-il commencé à explorer que l'équipe rencontra un ennemi implacable. L'eau souterraine s'infiltrait dans les chambres, remplissant constamment les niveaux inférieurs jusqu'à ce qu'ils deviennent des piscines souterraines.
Hassan jeta tout ce qu'il avait sur le problème. Les pompes cliquetaient et rugissaient. Les machines cliquetaient jour et nuit, mais peu importe la quantité d'eau retirée, davantage revenait. Pendant 4 longues années, il lutta contre les éléments dans l'espoir de drainer le site et de révéler ses secrets. Mais le désert était sans pitié. Ce n'est toujours pas clair. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la chambre? Mais le scénario de rêve serait de trouver des artefacts comme ceux-ci à la fin. Celui de l'eau frustrée et battue. Hassan a abandonné les fouilles. Pourtant, il n'est pas parti les mains vides. Il a soigneusement documenté ce qu'il pouvait. Le puits s'étendait sur près de 30 mètres de profondeur avec plusieurs niveaux. Creusé dans le substrat rocheux, il a trouvé des chambres rectangulaires, des sépultures ultérieures de la 26 et dynastie, des sarcophages coincés dans des niches et même des preuves d'une sorte de passage souterrain sous la chaussée elle-même. D'après ce qu'il a vu, Hassan a conclu que le puits datait de la période sattique vers 600 avant J.C. Impressionnant. Oui, mais ce n'est pas vraiment l'étoffe d'Hérodote. C'est une légende aquatique. Ainsi, le puits d'Osiris, comme on l'a appelé, est retombé dans l'oubli. Les villageois locaux ont traité la fosse à ciel ouvert comme un puits. Les enfants pataugeaient dans son eau pendant les mois d'été étouffants. Les visiteurs des pyramides passaient devant sans avoir la moindre idée que sous leurs pieds se trouvait un mystère de 30 mètres. Pendant des décennies, le puits n'était guère plus qu'une note de bas de page dans des rapports de fouilles poussiéreux. Puis vint la fin du XXe siècle, et avec lui une technologie qui pourrait enfin défier les anciennes eaux souterraines. Entrée, Docteur Zahi Hawass. Si vous connaissez quelque chose à l'égyptologie moderne, vous avez probablement entendu son nom. Un homme est célèbre pour son charisme à la Indiana Jones, car son érudition Hawass s'est donnée pour mission d'explorer ce que Hassan ne pouvait pas en 1999. Il est retourné au puits d'Osiris avec des pompes modernes, des lumières plus puissantes et une équipe déterminée à atteindre le fond. Mais vous savez, Suzy, c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'il se creuse en dessous pour Hawass. Il ne s'agissait pas seulement de clarifier un détail archéologique, mais de mettre en lumière un mythe. Et si Hérodote disait vraiment la vérité, demandait-il. Ce que l'équipe a rencontré lors de sa descente était à la fois décevant et troublant. 6 mètres plus bas, ils sont entrés dans la première chambre. Aucun trésor doré ne brillait dans l'obscurité. Aucun mur peint ni prière funéraire n'ornait la pierre. La chambre était vide, juste du calcaire brut, nu et silencieux. Cela ne ressemblait même pas à un lieu de sépulture. Cela ressemblait à un seuil, une entrée destinée à canaliser les vivants plus loin dans les profondeurs. Vous savez, j'ai trouvé 6 pièces taillées dans la roche pour accueillir un sarcophage, et c'était peut-être la partie la plus dérangeante, parce qu'en se tenant là, à regarder dans le puits qui plongeait en dessous, les archéologues ont réalisé qu'ils n'étaient pas à la fin de l'histoire. Ils étaient seulement au début. Le silence, le vide, le poids de l'air. Tout cela laissait entendre quelque chose d'autre qui attendait plus bas, quelque chose de plus étrange. Quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait aux catégories bien définies des tombeaux et des temples égyptiens. La légende d'Hérodote était enfin entrée en collision avec l'archéologie, et ce qui se trouvait au-delà de cette chambre vide obligerait les chercheurs à remettre en question non seulement l'histoire, mais aussi la frontière entre l'histoire et le mythe. Premier niveau, la porte vers l'obscurité. Lorsque Zahi Hawass et son équipe ont finalement repoussé les eaux souterraines tenaces et ont mis les pieds à l'intérieur du puits d'Osiris. Le premier aperçu n'était pas vraiment éblouissant. Il n'y savait aucune lueur de trésor, pas de mur couvert de hiéroglyphes
attendant de crier des secrets du passé. Ce qu'ils trouvèrent était un vide bien plus troublant à environ 6 mètres sous la chaussée de Képhren. Le puits s'ouvrait sur une petite chambre creusée, directement dans le substrat rocheux calcaire. Les murs étaient nus. Pas de relief peint. Pas de prière pour guider les morts. Pas de sort de protection pour l'au-delà juste de la pierre brute et pâle. Si le tombeau n'était pas vraiment construit en calcaire avec de petites scènes, ils ont besoin de quelque chose d'unique sur le papier qui pourrait même sembler ordinaire. Décevant, mais dans le contexte de l'archéologie égyptienne, c'était profondément troublant. Voici pourquoi les tombes égyptiennes n'étaient jamais vierges. Même les plus simples portaient une sorte d'inscription ou d'offrande. Les morts n'étaient pas simplement enterrés. Ils étaient préparés pour l'éternité, avec des mots, des symboles et des rituels. Le silence était inhabituel. Le silence était délibéré. Et dans cette chambre, le silence n'était pas seulement visuel. Il était presque physique, appuyant sur les archéologues, alors qu'ils se tenaient dans l'air vicié. Cela ressemblait moins à un lieu de sépulture qu'à un point de contrôle. L'espace était petit, presque claustrophobe. La pierre avalait le son, transformant les pas en échos étouffés. L'air était lourd et sec avec peu de ventilation. Un membre de l'équipe a comparé l'atmosphère à celle d'être à l'intérieur d'une boîte scellée. Même les archéologues chevronnés ont admis que leurs nerfs s'effilochaient après quelques minutes à l'intérieur. Ce n'était pas la peur de l'effondrement. Ils faisaient confiance à la pierre, mais un malaise plus primaire. La chambre donnait l'impression de retenir son souffle, attendre, et c'était peut-être le point suggéré par l'absence de décoration. Ce n'était pas censé être une destination, c'était un seuil, un endroit conçu pour faire passer les vivants d'un état à un autre. Au lieu d'être un tombeau pour se reposer, c'était un passage. Le puits en dessous toujours béant et plongeant plus profondément dans la terre semblait faire signe que la chambre n'était pas le secret. C'était l'invitation à le poursuivre. Bien sûr, les conditions n'encourageaient pas exactement la bravoure avec seulement une échelle étroite menant vers le bas. Chaque craquement de bois sur la pierre sonnait comme un avertissement. Le puits au-delà était un vide noir avalant la lumière de leur torche. Imaginez-vous debout dans cette chaleur dans un espace confiné, sachant que le seul moyen d'avancer est de descendre dans un trou sans aucune garantie de ce qui attend. Il fait déjà chaud. Oh, c'est l'humidité. N'importe qui avec ne serait-ce qu'un soupçon de claustrophobie aurait fait demi-tour sur le champ, mais c'était Zahi Hawass et faire demi-tour n'était pas au programme. L'équipe s'est rassemblée au bord du puits. Leurs lumières ont sondé l'obscurité, n'illuminant rien d'autre que plus de pierres et plus d'ombre. Quelque part en dessous, la faible goutte d'eau résonnait vers le haut, leur rappelant l'inondation que Hassan avait combattue des décennies plus tôt. Les murs étaient peut-être nus, mais ils portaient un message plus fort que n'importe quel hiéroglyphe. Que cherchez-vous? N'est-ce qui se passe ici une chambre de 2e niveau avec des os et des sarcophages? En descendant encore 12 mètres dans le puits, l'air devint plus frais, les murs de pierre plus lisses et le sentiment de malaise plus aigu lorsque les lampes de poche des archéologues percèrent finalement l'obscurité. Le faisceau révéla quelque chose qui ressemblait moins à une tombe et plus à un décor pour un rituel. Drame, le 2e niveau s'ouvrit sur une chambre rectangulaire, dont les murs coupèrent, avec une précision frappante le long des côtés. Nietzsche bâillait comme des bouches ouvertes dans le calcaire. Ce sont des vides noirs, attendant une lumière qui ne les a pas touchés depuis des millénaires. Et ils sont coincés dans ces niches où se trouvent les étoiles de la chambre, au sarcophage si massif que même les grues modernes gémiraient pour les déplacer. L'un d'eux avait été forcé de se mettre en place.
scellant ce qui semblait être un passage menant à l'est qui n'était pas un stockage aléatoire. C'était une barrière délibérée, comme si quelqu'un, il y a longtemps, voulait s'assurer absolument que rien ni personne n'allait plus loin. C'est comme si c'était partout. Nous ouvrons un trou dans le désert, et voici la partie étrange. Ces sarcophages étaient vides, pas une seule marque, pas de hiéroglyphes, pas de dieu peint, pas de cartouches revendiquant la propriété, juste des dalles de pierre silencieuses. Le silence n'était rompu que par le craquement des os sous les pieds. Éparpillés sur le sol de la chambre, il y avait des restes humains, mais pas des squelettes complets. À première vue, cela ressemblait à des enterrements ultérieurs en désordre. Un mélange aléatoire de tessons de poterie et de fragments d'os. Mais une inspection plus approfondie a rendu les choses plus étranges. De nombreux os n'appartenaient qu'au côté droit des corps. Bras droit, côte droite, jambe droite. Pas de côté gauche, juste des moitiés. Un chirurgien orthopédique amené pour les étudier a confirmé le motif étrange. Ce n'était pas un accident. Le placement était délibéré. C'est là que le mythe d'Osiris s'écrase sur l'archéologie comme un marteau selon la légende Osiris. Le dieu de l'au-delà a été trahi par son frère assassiné et coupé en morceaux qui ont été dispersés à travers l'Égypte. Sa femme Isis, par dévotion divine, a rassemblé les fragments et l'a ressuscité. Cette histoire de démembrement n'était pas seulement un mythe. C'est devenu l'une des idées religieuses les plus importantes en Égypte. Et pourtant, voici la contradiction. Les Égyptiens étaient obsédés par la préservation du corps complet pour l'au-delà. Chaque organe avait sa place. Chaque os comptait. Le but entier de la momification était de garder le chat. Le corps physique entier, car sans complétude. L'âme ne pouvait pas survivre à l'éternité. Des listes de parties du corps étaient même récitées dans les textes funéraires pour s'assurer que chaque morceau était magiquement énergisé. Alors, que se passait-il alors ici? Pourquoi un site funéraire disperserait-il délibérément des moitiés de corps humains si la religion égyptienne était axée sur l'intégralité? Alors cette chambre était sur le point de se rompre. Était-ce un écho rituel du démembrement d'Osiris? Une performance sinistre pour relier l'ensevelissement aux dieux? Le cycle de la mort et de la renaissance? Ou quelque chose de plus sombre? Une pratique cultuelle qui transformait les croyances traditionnelles en quelque chose d'étranger. Les sarcophages eux-mêmes ajoutaient une couche de mystère supplémentaire, dont certains mentionnaient le dieu Osiris, le dieu des souterrains. Des taches noires ressemblant à du goudron, zébrées sur leur surface et même dégoulinant du plafond, étaient d'abord des taches noires. Les archéologues n'étaient pas sûrs de ce que c'était. De la poix de moisissure, un accident du temps. Mais l'analyse chimique a révélé la vérité. Un mélange de résine, d'huile, de cire d'abeille et de bitume. Un processus chimique s'est produit ici. Ce qui est très étrange, ce sont les mêmes substances utilisées pour l'embaumement, mais ici, enduites d'une couche épaisse sur la pierre. Ce n'était pas une erreur. C'était un rituel pour les Égyptiens. Le noir n'était pas seulement une couleur, c'était cosmique. C'était la couleur du limon fertile laissé par les crues du Nil, la couleur du renouveau de la régénération. C'était la teinte d'Osiris lui-même, seigneur des enfers. Enduire ces sarcophages de résine noire, c'était les imprégner de l'essence symbolique de la résurrection. Les lier directement au mythe du Dieu déchiré et renaissant. Mais vient alors la question pratique qui fait que les archéologues se frottent les tempes la nuit. Comment diable ces sarcophages sont-ils arrivés ici en premier lieu? Chacun pèse. Des dizaines de tonnes. Le puits
au-dessus est si étroit qu'une seule personne peut à peine le traverser. Descendre ces blocs colossaux dans une telle goulotte est franchement insensé. Les ont-ils sculptés sur place? Ont-ils utilisé un système hydraulique de sable pour les abaisser pouce par pouce, des cordes et des rouleaux? Quelle que soit la technique, la logistique frise l'impossible. Donc, c'est vite devenu assez confus. Une chambre découpée avec une précision chirurgicale. Des sarcophages qui ne devraient pas être là où ils sont. Des os disposés selon des motifs grotesques qui défient l'obsession de l'Égypte pour l'intégrité corporelle. En raison de la taille de cette tombe, de la forme unique du plafond voûté, et aussi parce qu'elle était recouverte à l'intérieur de plâtre et d'un revêtement rituel de résine noire dégoulinant de symbolisme. Et pourtant, malgré toute son étrangeté, ce n'était même pas la finale. Le passage bloqué murmurait plus de secrets. Les demi-corps laissaient entendre quelque chose de plus sombre que les rites funéraires ordinaires. La résine noire suggérait une renaissance, mais scellait également la chambre dans des couches de sens. Les archéologues pouvaient à peine commencer à les décortiquer. Pourtant, la partie la plus obsédante était celle-ci. Rien de tout cela comparé à ce qui attendait en dessous, car sous cette chambre se trouvait le lac souterrain, une caverne gorgée d'eau si étrange, si proche. La tombe insulaire d'Hérodote, qui a transformé le mythe en quelque chose d'inconfortablement réel au 3e niveau du lac souterrain, au moment où l'équipe de fouilles est descendue au 3e niveau, à près de 30 mètres sous les sables de Gizeh. Ils étaient à leur limite. Les pompes grondaient constamment pour maintenir les eaux souterraines à distance et plus ils s'enfonçaient, plus l'air du désert cédait la place à une humidité suffocante. La boue froide s'accrochait à leurs bottes. Chaque pas dans l'échelle donnait l'impression de s'enfoncer davantage dans un monde qui n'était pas destiné aux vivants. Puis soudain, le puits s'est élargi. L'étroit tunnel les a recrachés dans une caverne qui semblait respirer l'obscurité. Chambre cachée dans la grande pyramide de Gizeh en Égypte. C'est la première découverte de ce genre. À leurs pieds s'étendait une piscine d'eau noire immobile, si parfaitement calme qu'elle reflétait leurs lampes de poche comme du verre. Le silence était troublant, rompu seulement par le sifflement des pompes et le goutte à goutte occasionnel, résonnant comme des pas lointains. Flottant au cœur de cette caverne se trouvait quelque chose qui n'appartenait pas au domaine de l'ordinaire. Une île de pierre rectangulaire s'élevait de l'eau, comme si elle était taillée directement dans un mythe de création. Sur elle reposait un sarcophage colossal en granit. En partie submergé, son couvercle massif, recouvert de dépôts minéraux provenant de siècles sous l'eau. La chose était énorme. 10, peut-être 15 tonnes de granit solide. Ce fut le moment où les mots d'Hérodote les frappèrent comme un coup de tonnerre. Il avait écrit un jour sur un pharaon enterré sur une île dans un lac souterrain pendant des siècles. Les érudits avaient levé les yeux au ciel en lisant cette histoire, la classant sous le mythe, mais le voici qui s'élevait des eaux sombres sous le plateau de Gizeh. Un mythe fait de pierre. Le choc ne concernait pas seulement le sarcophage. Il s'agissait d'une logistique impossible. Comment faire descendre un bloc de granit de cette taille dans un puits à peine assez large pour que 2 hommes puissent y grimper côte à côte? Pas de poulie, pas de grue, pas de machine moderne, même aujourd'hui. Les ingénieurs se seraient donné du mal pour essayer de l'expliquer, et pourtant, il était là. Une seule logique audacieuse pour rattraper le retard. Plus étrange encore étaient les 4 piliers de pierre entourant le sarcophage, positionnés comme des sentinelles vigilantes. Et puis, il y avait l'eau. Les archéologues ont rapidement réalisé que ce n'était pas seulement un obstacle.
Cela faisait partie de la conception de la cosmologie égyptienne. Le monde souterrain, la Douat, était inséparable de l'eau, surtout le déluge primitif connu sous le nom de Midi, d'où le monde lui-même avait émergé. Entrer dans cette caverne inondée, c'était entrer dans la création, dans le chaos, dans les eaux mêmes de la Renaissance. Imaginez être jusqu'à la poitrine dans cette eau noire, des torches, des ombres vacillantes grimpant sur les murs comme des esprits. Chaque murmure se transformait en chœur, tandis que l'acoustique renvoyait les sons dans des tons fantomatiques déformés. Les ouvriers juraient qu'ils avaient l'impression qu'Osiris lui-même répondait. Certains ne pouvaient pas rester longtemps. Le silence était trop lourd, l'air trop chargé. On aurait dit moins un tombeau qu'une sorte de machine. L'eau de pierre et le rituel travaillaient ensemble pour canaliser des forces au-delà de la compréhension. Même la ligne de flottaison elle-même soulevait des questions. Elle n'était pas restée constante au fil des siècles. Des études géologiques suggéraient que la chambre avait été délibérément conçue pour interagir avec la montée et la descente des eaux souterraines. Faisant écho à la crue annuelle du Nil pour les Égyptiens, cette crue n'était pas une destruction, c'était le renouveau, la fertilité, le battement de cœur de la terre. Submerger un sarcophage ici n'était pas de la folie, c'était du génie. Mais lorsque les archéologues ont finalement ouvert le sarcophage, ils n'ont rien trouvé. De pierre vide. Pas un seul corps, aucune inscription, aucun objet funéraire. Cette absence parlait plus fort que n'importe quel trésor. Ce n'était pas du tout destiné à être un tombeau pour un pharaon, c'était un cénotaphe, une demeure symbolique pour Osiris lui-même, le dieu qui est mort. Le premier a été ressuscité et est devenu le souverain des enfers. Le symbolisme était indéniable. L'eau représentant la Renaissance. Les piliers représentant l'épine dorsale de la stabilité d'Osiris. Sarcophage comme son trône éternel. C'était un message gravé dans la pierre que la vie naît de la mort, que l'ordre naît du chaos. Et pourtant, les questions sans réponse s'accumulaient à chaque découverte. Si cette chambre était un cénotaphe, pourquoi l'avoir construit si loin sous terre? Était-il lié à la Grande Pyramide, le Sphinx ou autre? Les monuments via les tunnels étroits, qui semblaient serpenter dans l'obscurité, étaient-ils ces passages symboliques? Ou faisaient-ils partie d'un réseau caché encore intact par les mains humaines pour les archéologues? C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé de se comporter comme telle. Plus il s'enfonçait, moins tout ce qui était insolite constituait des bizarreries dérangeantes et une ingénierie impossible. Si le sarcophage gorgé d'eau au fond du puits n'était pas déjà suffisant pour tordre l'esprit des archéologues, le puits d'Osiris est allé encore plus loin, il a ajouté des bizarreries, des détails si étranges. Ils ne soulèvent pas seulement des questions, ils percent des trous dans notre idée de l'histoire, dont certains mentionnent le dieu Osiris, le dieu des souterrains. Certains sarcophages n'étaient même pas taillés dans de la pierre égyptienne locale. Non, du calcaire. Pas de granit provenant d'un cygne. Des tests ont plutôt révélé des roches volcaniques comme la diorite et l'andésite. Des matériaux qui n'existent pas naturellement en Égypte. Alors, comment diable sont-ils arrivés ici? Ce ne sont pas des souvenirs de poche. Non. Chacun pèse environ 30 à 40 tonnes. Des blocs de roches étrangères traînés à travers le désert. Manœuvrés dans des puits à peine assez larges pour un homme et déposés avec une précision chirurgicale. Même avec les grues, les camions et les ascenseurs hydrauliques d'aujourd'hui. C'est le genre de travail qui fait transpirer les ingénieurs sans fin. Pourtant, quelqu'un dans un passé lointain l'a réussi.
Et ce ne sont pas seulement les pierres qui ont défié la logique. Les parois du puits portaient des marques d'outils, de longues rainures droites, uniformes comme si elles avaient été taillées par une machine. Pas les cicatrices irrégulières et désordonnées qu'on attendrait des ciseaux en cuivre et des marteaux de pierre, mais des lignes si nettes. Ils avaient l'air mécanique et certainement pas faits de briques, de pierre, de calcaire et de mortier. Ils les fabriquent simplement en bois. Plus ils exploraient en profondeur, plus cela devenait surréaliste. Le son se comportait étrangement là-bas. Les chercheurs ont remarqué qu'un seul mot, prononcé dans la chambre inondée, ne faisait pas que faire écho, il se multipliait. Il résonnait par vagues jusqu'à ce qu'on ait l'impression que la pierre elle-même chantait en retour. Était-ce juste un accident d'acoustique ou les constructeurs avaient-ils délibérément façonné la chambre pour amplifier les chants rituels, transformer la pierre et l'eau en une machine à son spirituel? Et puis, il y avait l'eau elle-même. Hassan, l'archéologue, dans les années 1930, ne la voyait que comme une nuisance et abandonna les fouilles. Plus tard, les équipes dépensèrent des fortunes pour la pomper. Mais entrée dans l'état d'esprit égyptien, et la situation s'inverse. Le déluge n'était pas un défaut. C'était la caractéristique que Osiris était lié au Nil et à son inondation annuelle. Le grand déluge qui noyait les champs, mais les renouvelait aussi une chambre délibérément conçue pour contenir de l'eau, n'était pas impraticable. C'était symbolique, comme si cela ne suffisait pas la substance noire qui était grattée des sarcophages. Les tests ont révélé un cocktail soigneusement mélangé. Rien de tout cela n'était bon marché, et une partie était importée de terres lointaines aux Égyptiens. Le noir n'était pas seulement une couleur, c'était la teinte de la fertilité de la Renaissance. La même couleur que le riche limon que le Nil laissait derrière lui chaque année. C'est un rituel de transformation, une façon de déclarer que la mort n'était pas la fin. C'était le bouton de réinitialisation, mettre tout cela ensemble. Les pierres étrangères, le transport impossible, l'étrange, l'acoustique, l'inondation délibérée des revêtements alchimiques, et une conclusion commence à former le puits d'Osiris. Ce n'était pas un tombeau, du moins pas dans le sens. Nous pensons au tombeau. C'était autre chose, quelque chose conçu pour brouiller la frontière entre l'architecture et le rituel, entre l'ingénierie et le mythe. Debout dans cette chambre entourée d'eau, de silence et de questions sans réponse. Les archéologues ne pouvaient s'empêcher de penser que c'était ce que nous pouvions voir avec des pompes et des lampes de poche. Qu'est-ce qui se cache encore en dessous et peut-être plus troublant encore? Jusqu'où dans le temps, ce mystère remonte-t-il vraiment? Controversé sur les datations. Une énigme qui déforme le temps. Juste au moment où les archéologues pensaient commencer à démêler l'énigme du puits d'Osiris, les preuves de datation ont fait voler le sol sous leurs pieds. Il n'y a aucun doute dans mon esprit et dans l'esprit de nombreux chercheurs que la nécropole de Gizeh est un projet planifié. Au début, les choses semblaient assez simples. Les os, les poteries brisées et les objets funéraires dispersés au deuxième niveau indiquaient tous clairement la période tardive de l'Égypte, vers 500 avant Jamsum. Sur le papier, c'était propre et réconfortant. Mais ensuite, l'histoire est devenue confuse, mêlée à ces derniers artefacts. Il s'agissait de tessons de poterie appartenant à un monde entièrement différent, l'Ancien Empire, près de 100-700 ans plus tôt. Ce n'est pas une petite différence. C'est un gouffre suffisamment grand pour faire perdre le sommeil aux historiens, et l'intrigue s'est épaissie lorsque les scientifiques ont tourné leur attention vers les sarcophages. Ce n'étaient pas des tests faciles. Français, mais avec la datation par thermoluminescence, une méthode qui mesure combien de temps s'est écoulé depuis la dernière exposition d'une pierre à la chaleur ou à la lumière du soleil. Les chercheurs ont pu lever le rideau du temps.
Les résultats ont été choquants. L'un des colossaux cercueils en pierre n'était pas daté de la période tardive, mais de l'âge des pyramides, vers 2800 AV. C. Un autre, provenant de la chambre la plus basse, indiquait directement la 5e dynastie. Soudain, le puits n'était plus une curiosité de la période tardive. C'était une capsule temporelle couvrant près de 2 millénaires. Eh bien, l'explication la plus simple est la réutilisation. Les Égyptiens étaient des gens pratiques. Ils recyclaient des sites sacrés de la même manière que les villes modernes réutilisent les vieilles cathédrales. Superposant la foi d'une génération sur les ossements d'une autre, les prêtres de la 26e dynastie ont peut-être découvert le puits, reconnu son étrange pouvoir symbolique et l'ont revendiqué comme le leur. Contient ce que certains disent être un sarcophage d'Osiris. Ils auraient pu apporter de nouvelles offrandes, enterrer de nouveaux os et enduire leur propre rituel sur les fondations de quelque chose de bien plus ancien. Mais voici le problème. Même si des prêtres ultérieurs ont réutilisé le site, cela n'efface pas les empreintes digitales les plus anciennes. Cela met en évidence à quel point le puits était ancien et important. Les offrandes de la fin de la période prouvent la continuité du rituel sacré, tandis que les poteries de l'Ancien Empire et les sarcophages de l'âge des pyramides suggèrent que le lieu avait été vénéré depuis l'aube de l'âge d'or de l'Égypte. Cette continuité n'est pas seulement intéressante, c'est déstabilisant. Cela nous dit que le puits n'était pas une note de bas de page. C'était un monument qui a compté pendant plus de 20 ans. Les archéologues détestent les chronologies désordonnées. Ils aiment les couches d'histoire propres, empilées soigneusement les unes sur les autres. Mais le puits d'Osiris n'a pas respecté ces règles, puis est venu le coup dur. Les explorateurs ont remarqué des tunnels étroits qui s'éloignaient de la chambre inondée, rampant vers la grande pyramide et le sphinx, trop étroits pour y entrer. Mais c'était indéniablement délibéré. Si ces tunnels relient vraiment le puits d'Osiris aux grands monuments situés au-dessus, nous ne regardons pas simplement un tombeau réutilisé, nous regardons le plan d'un réseau souterrain reliant les structures les plus emblématiques d'Égypte en un seul paysage rituel. Les passages latéraux du puits d'Osiris ne sont pas de grandes salles, mais des vides sanitaires suffocants et étroits. Des veines instables qui semblent suggérer quelque chose de plus grand. L'une est orientée vers la grande pyramide, une autre est orientée vers le sphinx, comme si des murmures de connexion cachés sous les décombres de Gizeh. Les analyses du sol ne montrent que de vagues vidées et l'exploration s'est avérée dangereuse une fois, piégeant presque un enfant dans les décombres même. Certains voient une géométrie sacrée reliant les monuments de Gizeh. D'autres ne sont que des coupes abandonnées. Mais le mystère persiste. Peut-être que le plus grand secret de Gizeh ne réside pas là-haut, dans ces pyramides, mais dans le labyrinthe sous nos pieds. Une machine rituelle, un portail vers l'au-delà. Lorsque les chercheurs ont finalement arrêté de classer le puits d'Osiris dans la catégorie d'une simple tombe, les pièces ont commencé à se transformer en un motif à la fois fascinant et profondément troublant dès le début. Quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune inscription gravée dans la pierre, aucun trésor niché dans des niches, pas un seul mur peint pour honorer les dieux ou réconforter les morts pour une culture obsédée par les noms, les prières et l'au-delà. Ce silence était assourdissant. Cette absence est devenue le premier indice. Peut-être que ce n'était pas du tout un tombeau, peut-être qu'il ne s'agissait pas des morts, mais de créer une expérience pour les vivants. L'acoustique les a frappés en premier dans la chambre la plus basse,
Le son ne se comporte pas comme au-dessus du sol. À gauche du puits d'Osiris, une autre chambre souterraine, un seul chant rebondit sur les murs, s'étirant et se multipliant jusqu'à ce qu'une voix devienne un chœur. Les prêtres chuchotant dans le noir auraient donné l'impression d'être entourés d'esprits invisibles. Pour les anciens Égyptiens, c'est comme si vous aviez traversé un rideau pour entrer dans un autre monde. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le point. L'écho n'était pas seulement physique, c'était Osiris qui répondait. L'eau n'était pas juste une infiltration, c'était un écho délibéré de la crue du Nil. Les mêmes eaux liées à la résurrection d'Osiris et traversant cette chambre, enjambant des planches ou des pierres vers un sarcophage placé comme une île au milieu d'un bassin, auraient reflété le voyage mythique de l'âme dans le monde souterrain. Les 4 piliers de pierre qui l'entouraient n'étaient pas de simples supports, mais des gardiens veillant sur le passage entre les mondes. Et puis vint le ciel. Le puits, curieusement, il s'aligne avec des marqueurs célestes attachés à la ceinture d'Osiris et d'Orion. Ce n'était pas un accident de sculpture. Quelqu'un, il y a des milliers d'années, a taillé directement dans le substrat rocheux avec la géométrie cosmique à l'esprit. En ce sens, le puits d'Osiris ressemble moins à une chambre funéraire qu'à une sorte de machine rituelle. Une structure conçue pour combiner la pierre, le son, l'eau et la lumière dans un portail sensoriel, quelque chose destiné à brouiller la frontière entre le mythe et la réalité. L'interprétation change tout si le puits a été conçu pour fonctionner comme une machine rituelle. Alors, ces tunnels latéraux pointant vers la Grande Pyramide et le Sphinx n'étaient peut-être pas des égratignures aléatoires dans la roche. Ils auraient pu être des canaux délibérés, destinés à relier le plateau en un seul réseau spirituel, un système souterrain destiné à aligner la terre et le ciel, la vie et la mort. Tout le monde n'adhère pas à cette théorie. Bien sûr, les archéologues traditionnels hésitent à qualifier cet endroit autrement que de complexe funéraire inhabituel. Celui qui a découvert le puits d'Osiris, Salim Hassan, était un archéologue exceptionnel. Mais la spéculation ne s'éteindra pas. Certains soutiennent que la précision de la taille de la roche suggère des connaissances plus anciennes que l'Égypte dynastique, les empreintes digitales d'une civilisation perdue avec des outils que nous ne comprenons plus, et c'est une indication des capacités de cette ancienne civilisation. D'autres vont plus loin en chuchotant à propos d'un labyrinthe caché sous Gizeh, une ville oubliée scellée sous des couches de pierre et de sable. Les explorateurs modernes, armés de caméras et de pompes, continuent de revenir. Les équipes de tournage de documentaires YouTube, même les amateurs de sensations fortes, se sont frayés un chemin dans le puits. L'une des visites les plus célèbres a eu lieu lorsque M. Beast a inclus le site dans un défi pyramidal de Sainte-Heure. Son équipe rampait dans des tunnels étroits avec de la poussière dans les poumons et des roches instables au-dessus de leur tête, filmant ce que peu d'étrangers voient. Des millions de personnes ont regardé et soudainement, ce trou obscur dans le sol est devenu viral. Mais voici le piège. Ils prétendent avoir découvert cela pour le moment. Même avec des drones, des pompes et des lumières, le puits d'Osiris retient ses derniers secrets. Les chambres les plus profondes restent inondées. Les tunnels gorgés d'eau sont trop instables pour risquer une descente plus poussée. Certains disent que c'est là que la vérité attend, qu'il s'agisse des vestiges d'une technologie perdue, d'un vaste labyrinthe ou simplement du vide inconnaissable d'un ancien rituel. Quoi qu'il en soit, le site refuse de se soumettre à des explications claires. Et c'est